Good Morning Business. Oui, parce que les négociations reprennent aujourd'hui et avec des Anglais qui poussent le bouchon un peu loin puisqu'ils veulent remettre en cause l'accord de sortie, notamment sur la frontière entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. Est-ce qu'il faut pas arrêter avec les Anglais? Qu'en pense Jean-Marc Daniel? Je pense que les Anglais ont raison. Ah, non pas parce que je suis bordelais, donc vous savez, il y a un sentiment pro-anglais qui reste profond à Bordeaux. On déteste fondamentalement Charles VII, mais indépendamment de ça, je pense que dans cette affaire, les Anglais disent qu'il faut être réaliste, et je crois qu'ils ont raison. C'est-à-dire que ça fait 4 ans que ça dure, 4 ans que l'on pinaille pour essayer de résoudre des problèmes, avec 3 problèmes sur lesquels se focalisent en réalité les oppositions entre Bruxelles et Londres. Le premier, c'est la pêche, et c'est le droit d'aller pêcher dans les eaux britanniques. On ne peut pas à la fois prendre des positions très tranchées sur les eaux territoriales face à la Turquie pour soutenir la Grèce, ce en quoi l'Union européenne a raison, et contester le fait que les Anglais veuillent prendre les mêmes types de positions pour défendre leur espace maritime et la pêche dans leur espace maritime. Il y a des règles internationales, on ne voit pas pourquoi elles s'appliqueraient à la Grèce et pas au Royaume-Uni. Oui, mais les pêcheurs français? Eh bien, les pêcheurs français, ils devront s'adapter, de même que les Irlandais. Je ne vois pas pourquoi l'Irlande du Nord est membre du Royaume-Uni. À partir du moment où le Royaume-Uni n'est plus membre de l'Union européenne, je ne vois pas pourquoi l'Irlande du Nord continuerait à être d'une façon ou d'une autre membre de Attendez, c'est pas nous qui le réclamions, Jean-Marc, pardon, mais l'Irlande du Nord, le problème c'est la frontière. Vous savez que si on réinstaure une frontière entre l'Irlande du Nord et la République irlandaise, c'est peut-être la guerre civile qui va redémarrer. Donc ce qui a été accordé par l'Union européenne, c'était à la demande des Anglais qui ne veulent pas rallumer la guerre civile. Il ne faut pas inverser la charge de la preuve. Non, pas du tout. Je pense que c'est en ça que les Anglais ont raison. C'est-à-dire leur faire un chantage en disant c'est cet accord ou la guerre. Mais vous faites quoi alors? Vous mettez une frontière? Il y avait une frontière avant 1973. Mais ils n'en veulent plus parce que c'était la guerre. Oui, j'entends bien. Mais vous pouvez trouver un moyen quand même de faire passer un poste de douane sans le faire passer par un char d'assaut. Et donc, je pense que les Irlandais... Vous savez qu'en Irlande, une frontière, c'est une cible. J'entends bien, mais vous êtes en train de faire le procès là des Irlandais et pas des Anglais. Le troisième élément que je mets en avant, et le troisième sujet, c'est sur le libre-échange. Si on n'arrive pas à se mettre d'accord sur le libre-échange, il y a les règles de l'OMC. Je rappelle simplement que le Royaume-Uni est un pays qui est traditionnellement libre-échangiste. Ils ont déjà engagé des négociations, notamment avec les États-Unis. Avec le succès que l'on connaît? Oui, qui sont mal passés. Mais bon, pour l'instant, la rencontre du mois d'août a été assez peu fructueuse. Mais les Anglais sont en situation de négocier. Ils ont créé un comité pour ça, où ils ont nommé l'ancien Premier ministre australien, qui justement s'était distingué par la négociation d'un certain nombre d'accords de libre-échange en Australie. Il y a quand même, encore une fois, une tradition libre-échangiste au Royaume-Uni. Vous savez, le Royaume-Uni, c'est la grande charte de Jean Santerre. Et dans la grande charte, il y avait 3 choses. L'habeas corpus, l'équilibre budgétaire et le vote des impôts par... C'est pas trop le cas aujourd'hui? Non, l'habeas corpus est là. Le vote des impôts, encore une fois, au Royaume-Uni, c'est certainement un des derniers pays où ça a un peu de sens. Et puis, le libre-échange, c'est-à-dire la liberté de commerce pour les ports de Londres et de Bordeaux. Et je pense que cette tradition va se conforter. Donc, il faut être réaliste, comme disent les Anglais, donc les écouter et les suivre. Ça fait 4 ans que ça dure. Je pense qu'il serait temps, effectivement, de mettre un terme à cette situation. Nicolas Je ne pense pas que les Anglais ont raison. Jean-Marc a commencé à dire les Anglais ont raison. S'il y a un chantage là dans l'actualité du jour, c'est un chantage qui vient des Britanniques, qui par un texte de loi qui sera présenté demain, menace de remettre en cause des éléments clés de l'accord d'octobre 2019, notamment sur le fait de devoir notifier les aides d'État que le Royaume-Uni peut accorder à l'Irlande du Nord, ou l'obligation des entreprises nord-irlandaises de pratiquer des droits de douane sur les produits qu'elles expédient dans le reste du Royaume-Uni. Et je pense pas, alors je ne pense pas qu'ils ont raison, et en plus je pense qu'ils sont les perdants absolus de cette posture. Bon, après je suis convaincu qu'on trouvera des solutions. On s'est toujours battu, il y a toujours du bras de fer, on a toujours trouvé une solution à l'arrivée. Il y a eu cet accord d'octobre 2019 qui valait ce qu'il valait, qui est d'une complexité quand on rentre dans le détail incroyable. Mais je pense qu'ils ont tort, d'abord parce que le chantage vient d'eux et pas de nous cette fois-ci. À mon avis, Michel Barnier doit être bien essoré quand même après 4 ans, parce que c'est vrai que ça fait 4 ans que ça dure. Mais là, on a tous les éléments pour nourrir ceux qui plaident effectivement, éventuellement une indépendance de l'Écosse. Et quand vous prenez les sondages d'opinion, les Écossais favorables à une sortie du Royaume-Uni progressent, éventuellement avec un risque d'effet domino sur le pays de Galles, qui n'est pas encore validé, mais qui n'est pas impossible. Après, effectivement, le pari de Boris Johnson, qui, sans l'Union européenne, imagine faire des accords commerciaux avec l'Australie, avec les États-Unis. Faut pas se leurrer, on ne va pas remplacer les relations commerciales Union européenne, Grande-Bretagne, par un accord commercial avec les Américains.
américains. Ils n'ont pas grand-chose à exporter aux États-Unis et en Australie, les Anglais. La moitié des échanges du Royaume-Uni se fait aujourd'hui avec l'Union européenne. Et je ne pense pas que l'heure de ressusciter le Commonwealth soit aujourd'hui d'actualité. Troisième élément, ils ont validé, ils ont accepté un accord en octobre 2019. Le droit international leur impose en théorie de respecter la parole donnée. Un pays qui ne respecte pas sa parole donnée n'est pas forcément un pays qui inspire confiance à l'ensemble du reste du monde pour nouer des accords avec lui. Et puis le dernier élément, là, c'est l'enjeu purement politique de Boris Johnson qui veut s'ancrer au 10 Downing Street. Seulement quand vous prenez les enquêtes réalisées tous les 2 ans sur la posture des Britanniques, donc des gens du Royaume-Uni par rapport au fait de rester ou de sortir dans l'Union européenne, même si le vote a eu lieu en 2016, eh ben, le camp de ceux qui aujourd'hui voteraient pour le maintien dans l'Union européenne est de 57%, donc le soutien de l'opinion n'est pas forcément si évident. Je ne suis pas du tout sûr que les Britanniques aient d'abord raison et qu'ils soient gagnants dans l'histoire. Messieurs les Anglais, tirez les premiers. Merci Jean-Marc Daniel et Nicolas Dose.